Ce qui était assez dur, c'est qu'en fait, on te demande une exigence comme ça déjà très jeune, faire attention à ce que je mange, voire faire un régime. Et donc, en fait, ça nous fait grandir très, très vite. Voilà, tout est extrêmement strict, mesuré, il n'y a pas d'écart. Moi, j'avais 2 semaines de vacances par an. Donc voilà, entre mes 12 et 17 ans, je m'entraînais environ 30 heures par semaine. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Madeleine Bayon est une plongeuse de l'extrême. Cette ancienne gymnaste de l'équipe de France qui est née et a grandi au Portugal est la seule française de l'histoire à participer aux compétitions Red Bull. Plongeon de l'extrême, ça veut dire qu'elle saute de 20 mètres de haut. Elle a 3 secondes pour réaliser des enchaînements techniques tous plus impressionnants les uns que les autres avant de percuter l'eau à 80 km/h. Son parcours, c'est celui de la détermination et du travail acharné. Vous entendrez Madeleine me dire qu'elle n'a pas de talent particulier, par contre, qu'elle est capable de mobiliser une quantité d'énergie phénoménale dans tout ce qu'elle entreprend. Dans cet épisode, on parle de sport à haut niveau, de petites actions qui permettent de réaliser de grands rêves et de préparation mentale. Et juste avant de se lancer, je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints récemment sur Tipeee, la plateforme de financement participatif via laquelle vous pouvez soutenir financièrement le podcast. Alors si vous souhaitez vous aussi contribuer à partir de 1€ par mois à l'indépendance des frappés, eh bien rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Autrement, le lien est en description. Excellente écoute. L'enregistrement, top. Attends, hop, pardon, je me mets en mode avion là. Tac, 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 tac. Hop. Excellent. Du coup, Charles, par curiosité, comment tu l'as connu, Monsieur Vidon? Vous avez travaillé ensemble ou vous êtes croisés sur des events? Non, en effet, en fait, on a travaillé ensemble. Donc moi, ça va faire bientôt 4 ans que je travaille chez Amazon Web Services en parallèle de ma carrière de haut niveau. Et du coup, j'ai travaillé avec Charles, surtout au début de ma carrière chez Amazon. Ok, excellent. Bah écoute, Charles que je salue. Merci encore Charles pour cette suggestion. Oui, C'est toujours merci. cool quand les potes m'écrivent pour me dire: «Ah, je pense que j'ai quelqu'un à te recommander, qui est plutôt haut sur l'échelle des frappés». Effectivement, j'ai l'impression qu'il s'était pas trompé. Mais, on va parler de tout ça. En tout cas, bienvenue, sur le podcast Madeleine. Je suis super content de te recevoir en direct de Madrid pour parler, de plein de choses. On va parler, évidemment de sport de haut niveau et de sport de haut niveau au pluriel. Tu vas nous expliquer un petit peu, tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu fais aujourd'hui. Et puis j'imagine pour parler d'expatriation, de peut-être de double nationalité. Enfin, on va voir, mais je suis sûr que ça va être super intéressant. En tout cas, bienvenue à toi une nouvelle fois. Merci beaucoup, merci de me recevoir Loïc, hâte de partager, tout ça avec toi. Trop bien. Eh ben, écoute, habituellement, je fais une sorte de topo, chronologique, mais là, il y a tellement de choses, dans ton parcours, en tout cas, que moi, j'ai pu voir sur internet. Ce que je te propose, c'est peut-être de nous faire un point déjà de ce que tu fais aujourd'hui et on fera un rétropédalage sur comment tu en es arrivé là. Donc Madeleine en 2024, au moment où on enregistre, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Qui est cette femme? Bien sûr, donc Madeleine en 2024, je suis donc une athlète de haut niveau. Je suis en équipe de France, je fais du plongeon extrême, il y a plusieurs appellations. On peut aussi appeler ça du cliff diving ou du high diving. C'est donc du plongeon à 20 mètres et je représente la France dans les compétitions, internationales, pardon, style championnat du monde et cetera et le circuit, mondial, de Red Bull. Et en parallèle, je travaille à plein temps chez, Amazon Web Services en tant que commerciale. Voilà. OK, waouh.
Donc taf, à temps plein et sportif de haut niveau en parallèle. À plein temps. Waouh! Mais du coup, comment tu organises tes entraînements et cetera si tu géographiquement pas en France? Est-ce que vous avez parfois des stages ensemble ou vous vous retrouvez que sur les compètes internationales? Alors, donc il faut savoir que moi j'ai commencé le plongeon ici en Espagne, donc mon coach a toujours été le coach de l'équipe nationale espagnole, et vraiment, toute ma formation et cetera a été faite ici. Et donc parfois je croise l'équipe de France en effet, soit en compétition, soit quand je vais à Paris, je vais m'entraîner avec eux, à l'INSEP. Après en plongeon extrême, on est très peu parce qu'il y a un homme et moi. OK, Donc en fait, quand je dis que je les croise, ça va être, les athlètes, du plongeon, classique olympique, donc 1, 3 et 10 mètres, qu'on voit aux JO. Donc voilà. d'accord, OK. La question, forcément qui me vient tout de suite, c'est comment on en arrive à faire du plongeon, extrême, du, cliff diving? Ouais, c'est une très bonne question. Donc moi, je suis une ancienne, gymnaste de l'équipe de France. Je faisais, ce qu'on appelle de la gymnastique acrobatique, qui est un type de gymnastique qui est malheureusement, pas aux JO. Je suis un peu abonnée aux disciplines pas aux JO apparemment. Hem Et donc j'ai commencé, au Portugal parce que moi je suis née au Portugal et j'ai grandi là-bas, d'une famille, 100 française. Et en fait, à 12 ans, c'est vrai que j'avais du mal à gérer, déjà, mes études et la gymnastique parce qu'en fait, la carrière de gymnastique, c'est très intense très tôt. Donc j'avais déjà presque plus le temps de faire mes devoirs et donc voilà, on s'est un peu posé la question avec mes parents qui ont toujours priorisé, les études. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est vrai que j'étais française et que la France avait quand même des bonnes structures pour accompagner, les sportifs de niveau, qui faisaient des études, en tout cas au collège, lycée. Donc du coup, j'ai déménagé en France, toute seule, en sport-études, en internat. Hem Et donc j'ai fait, 5 ans, d'équipe de France, de championnat du monde, championnat d'Europe, donc vraiment le plus haut niveau, possible dans ma discipline. Et ensuite, j'ai complètement, voilà, arrêté le sport de haut niveau parce qu'il y a pas vraiment de notion de pro en gym, parce que mon pic de carrière, c'était vraiment, 15-16-17 ans. Et moi, je voulais pas forcément être coach de gym, donc voilà, j'ai arrêté. J'ai repris ou commencé une vie, entre guillemets «normale», d'une jeune fille. J'ai fait des études en Angleterre et ensuite j'ai, commencé à travailler donc, à Madrid, dans mon travail actuel. Et en fait, j'étais en 100 télétravail et il faut savoir que moi j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie et donc de passer 10 heures, sur une chaise dans ma chambre, ça me rendait folle honnêtement. Donc je me suis dit: «Là, faut que tu fasses un sport, à côté et un sport, éventuellement, un peu fun». Et donc je me suis mis au plongeon parce que j'ai toujours aimé les saltos, ça me manquait un petit peu quand même de la gymnastique, dans des cours adultes. Et en fait, j'ai progressé assez rapidement. Il se trouve qu'un peu par hasard, le coach des cours adultes, c'était aussi le coach de l'équipe nationale d'Espagne. Donc voilà, il voyait que je progressais rapidement, donc il me poussait un petit peu. Et puis au bout de quelques mois, bah, on a eu une conversation. Moi, je lui ai dit, «Voilà, j'ai envie de reprendre le haut niveau». Faire du plongeon classique, ça m'attire un petit peu moins parce que j'ai l'impression que ça serait un peu le même type d'enjeu qu'en gymnastique, s'entraîner vraiment beaucoup d'heures, avoir la pointe de pied, parfaite et cetera. Et donc en fait, j'aimerais bien tester le plongeon extrême parce que je vois vraiment un challenge mental, qui m'attire beaucoup plus en tant qu'adulte entre guillemets. C'est vraiment un nouveau challenge pour moi. Et donc il m'a dit, «Ouais, bah, il y a beaucoup, beaucoup de boulot, techniquement, mais vu que tu connais le sport de haut niveau, tu sais, ce qui entre guillemets, ce que ça signifie, comme style de vie». Et donc on s'est lancé et donc je me suis entraînée pendant, 2 ans et demi comme une folle, tous les jours, avant de faire, mes premiers plongeons à 20 mètres et de faire des compétitions internationales. Donc voilà, c'est un peu long, mais c'est un peu l'histoire du cliff diving. Excellent. Donc attends, à 12 ans, tu as quitté le Portugal et ta famille pour, t'installer seul en sport-études en France? Exactement, exactement. Alors c'est vrai que peut-être ça peut aider un petit peu à la compréhension, mais mes parents sont dans le monde de la musique classique.
Ma mère était violoncelliste, mon père est luthier, donc il fabrique des violons, des violoncelles, mon beau-père est violoniste et en fait, dans ce monde-là, c'est aussi, un monde très exigeant, donc pour être au haut niveau, il faut faire beaucoup de sacrifices et il y a beaucoup de, voilà, de jeunes qui partent très tôt de chez eux. Donc c'est vrai que mes parents, alors c'est pas du tout eux qui ont décidé pour moi, ils m'ont toujours, vraiment, responsabilisée et laissé le choix. Mais c'est vrai qu'ils comprenaient que si voilà, je voulais être, au plus haut niveau, il fallait faire des sacrifices et en fait, c'était aussi un peu la seule façon de, continuer à faire, des études, voilà, d'une façon assez, poussée, c'est-à-dire sérieuse, pardon, tout en faisant de la gymnastique parce qu'en fait, en France, j'avais des horaires aménagés, on pouvait avoir, des cours, pendant les vacances si on en ratait avec les compétitions et cetera et c'est vrai qu'au Portugal, c'était impossible d'avoir des aménagements. Mmh. Mes parents avaient demandé au lycée si je pouvais, rater EPS parce que je faisais, 5 heures de gym par jour et c'était même pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que c'était plutôt une bonne solution d'aller en France et puis bon, finalement, j'étais quand même française donc en Ouais. théorie, c'était pas censé être un gros dépaysement non plus. Et dans les faits, ça s'est passé comment l'éloignement et le parce que tu connaissais enfin je veux dire, tu es française, mais est-ce que tu étais, familière de la culture? Est-ce que tu avais déjà séjourné, en France métropolitaine, avant, Alors oui, significativement ou pas vraiment? j'y allais quand même, tous les ans, voir mes grands-parents, voilà, au moins OK. une fois par an. J'ai une éducation, bah, quand même assez française parce que mes 2 parents sont français et j'étais au lycée français. Après, Ah c'est oui, vrai que c'était OK. un lycée français où il y avait, plus de la moitié des élèves, qui étaient portugais. En fait, dans les plus petits pays, les lycées français, il y a beaucoup, beaucoup de locaux parce que ça fait partie des très bonnes écoles du pays. Donc voilà, il y avait des Portugais dont les parents parlaient même pas français qui étaient là. Mais j'ai eu un petit choc quand même parce que je me disais, voilà, au Portugal, j'étais toujours, la française et je me dis: «Ah ben, enfin, je vais être dans mon pays» et en fait, j'arrive et puis j'étais la portugaise et on me disait: «Ouais, mais tu parles super bien français», et en fait, je comprenais pas parce que, bah, j'étais française, je parlais français avec mes parents, enfin, c'était ma langue, native et voilà, après, je pense que quand on est petit, voilà, à 12 ans, c'est compliqué, je pense que pour les enfants de comprendre un petit peu la double nationalité et cetera et je pense qu'à l'époque, le Portugal était beaucoup moins, visité et connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pays, très trendy. À l'époque, pas forcément et voilà, on me disait, «Ah mais tu connais, Zara?» Et voilà, je comprenais pas trop. Je me disais: «Mais ils pensent que c'est le tiers-monde ou quoi le Portugal?» Donc c'est vrai qu'en France, j'ai toujours été un peu la portugaise, mais bon après au fil des années, je me suis très bien intégrée et il y a eu enfin, j'ai jamais eu des problèmes d'intégration. C'est juste que voilà, au début, j'ai eu un petit choc, de ce côté-là, ouais. Ouais. Donc tu disais 5 ans au plus haut niveau en gym, où tu as atteint ton pic à 15-16-17. C'est un âge, une maturité sportive, qui est classique en gym ou ça arrive de performer plus vieux encore? Alors je pense que ça dépend un petit peu des types de gymnastique OK. et les temps «changent» entre guillemets. Je pense qu'aux JO, on voit de plus en plus de gymnastes un peu plus âgés, surtout des américaines et cetera. Je pense que la mentalité autour de la gymnastique, change, beaucoup. Après c'est vrai que dans la gymnastique acrobatique, donc moi en fait on me portait, c'est-à-dire on me lançait dans l'air, pour que je fasse des saltos. Donc il y avait quand même une notion de poids finalement, Mmh. qui est, un petit peu compliqué à maintenir, sur le long terme. Heu et puis voilà, c'est des sports, tellement, tellement, tellement exigeants, physiquement. On s'entraînait, énormément. Les carrières sont courtes, donc en fait, même quand on se blesse, on peut pas vraiment prendre de temps pour récupérer et cetera. Hem et puis voilà, cette notion du poids, bah, quand on est petit, quand on est enfant, en fait, on prend pas encore trop de poids, donc le ratio force-poids est extrêmement intéressant et permet de faire, enfin des choses incroyables. Enfin, voilà, les personnes qui nous écoutent, si vous pouvez aller voir des vidéos de moi quand j'étais petite, enfin, je faisais des pompes,
en planche, c'est-à-dire, sans les jambes. Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui, je Sérieux? serais incapable de faire ça. Donc voilà, c'est vrai que le pic de carrière, c'est ouais, c'est dans ces eaux-là. Après, il y avait aussi l'option d'être porteuse, donc de passer entre guillemets «en dessous». Moi, j'ai toujours, aimé, les acrobaties, être dans les airs et cetera. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une option que j'aurais pu considérer, mais c'est vrai que les porteuses dans mon sport, peuvent continuer un petit peu plus longtemps, oui. OK. Est-ce que tu peux peut-être nous parler, pour terminer sur cette 1re phase, très intense de ta vie, quand tu parles d'intensité, élevée, des entraînements, d'exigences et cetera, j'interviewe souvent des sportifs et des sportifs de haut niveau sur le podcast, mais jamais encore en gym. Attends, je réfléchis pour pas dire de bêtises, mais non, jamais encore en gym. Donc tu es la première. Moi, j'ai fait quelques années de haut niveau aussi en judo, donc voilà, avec une certaine intensité. Mais c'est vrai que je connais peu le milieu de la gym, mais du peu qu'on en voit sans être dans le milieu, on comprend vite que, oui, comme tu dis, ça a l'air extrêmement exigeant, très, très difficile, aussi bien sur les corps, que les esprits. Donc est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, tu vois, à quoi ressemblait, ta semaine Ouais, type et toi, les souvenirs que tu en gardes de ce qui a été vraiment le plus difficile à gérer pour toi? ouais. Bah, déjà, je pense que c'est un sport assez complexe parce qu'en fait, il demande beaucoup d'aptitudes, qui parfois s'opposent. Par exemple, il faut être très souple et à la fois très dynamique et avoir beaucoup de force. Donc en fait, enfin, il faut vraiment travailler tout. À la fois, il faut aussi, on a une chorégraphie, donc il faut aussi savoir un petit peu danser. Enfin, il y a vraiment, les côtés de l'entraînement sont infinis. Je pense que ce qui était assez dur, c'est qu'en fait, on demande, une exigence comme ça déjà très jeune. C'est-à-dire que moi, déjà à 11 ans, je m'entraînais entre 4 et 5 heures par jour. Je devais déjà faire attention à ce que je mange, voire faire un régime. Et donc en fait, ça nous fait, grandir, très, très vite et je pense que beaucoup de gymnastes n'ont pas eu un petit peu peut-être cette enfance un peu, naïve où, on joue dans la récré, on va manger des bonbons avec, les amis. Voilà, tout est, extrêmement, strict, mesuré, il y a pas d'écart, on peut pas trop rigoler à l'entraînement parce que ça veut dire qu'on n'est pas concentré, voilà, c'est un niveau d'exigence extrêmement élevé. Moi, j'avais 2 semaines de vacances par an. Donc voilà, entre mes 12 et 17 ans, je m'entraînais, environ, 30 heures par semaine, avec Oh uniquement le punaise! le dimanche, de repos. Au début, je voyais mes parents environ une fois par mois, et puis au fur et à mesure, de moins en moins parce que, bah, dès que je les voyais, ça voulait dire que je m'entraînais pas le samedi, donc c'était un petit peu compliqué et donc à la fin, quand j'avais 16-17 ans, je les voyais, tous les 4 mois. Donc voilà, c'est quand même des sacrifices, donc c'est beaucoup de sacrifices et je pense que ce qui est aussi difficile, c'est que, comme je disais au début, c'est pas vraiment le type de carrière qu'on peut faire jusqu'à ses, 40 ans. Le bon, il y a je crois que c'est une Ukrainienne qui continue à faire les JO alors qu'elle a voilà dans les 40 ans et cetera. Mais en théorie, c'est un sport où il y a très peu d'argent et cetera. Donc c'est aussi dur de se dire qu'on donne tout et peut-être on sacrifie notre jeunesse, pour finalement que derrière, il y ait pas forcément une carrière en tant qu'adulte. Après, je Mmh. pense que moi, ça m'a fourni, tous les outils, enfin en tout cas les beaucoup d'outils pour aujourd'hui, bah, avoir pu, faire une deuxième carte de niveau, je pense que ma personnalité aussi aujourd'hui est définie par toutes ces épreuves, que j'ai vécues en gymnastique qui en fait, demandent un peu de devenir un adulte à 12 ans et ça a des côtés, très, très durs, mais ça amène aussi une maturité je pense, un recul sur la vie et une façon d'aborder les choses, peut-être un petit peu différente, qu'une personne qui a une jeunesse, un peu plus normale. Punaise. Qu'est-ce qui t'a fait tenir du coup? C'était quoi, qu'est-ce qui alimentait, tu vois, la flamme pour que, tu tiennes avec, 2 semaines de vacances par an, le fait de voir tes parents, de moins en moins souvent et toute l'exigence que tu as évoquée là, c'est quoi qui qu'est-ce que tu trouvais? Je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, moi, j'adore, en fait, j'adorais le sport et ça, enfin, ça paraît con, mais je pense que c'est hyper important. J'adorais faire de la gymnastique, et c'est pas pour rien que 7 ans après, je suis revenue à un sport acrobatique.
Heu, Vraiment, c'est un style, de sport, je pense, que je préfère, tu vois? J'ai eu du mal, quand j'ai arrêté la gymnastique à trouver d'autres sports, qui me passionnaient autant. Donc je pense que la passion, c'est déjà le le la première chose et le plus important. Et deuxièmement, moi j'ai toujours, je pense, cherché à être entre guillemets «la meilleure version de moi-même». Et donc en gymnastique et dans la vie, je suis pas forcément très compétitive avec les autres gens. Je me dis pas: «Ah, je veux absolument battre telle personne», mais je veux me battre moi, en fait. Je veux juste être, la meilleure gymnaste, la meilleure plongeuse, la meilleure personne, que je peux être. Et en fait, voilà, de progresser, ça m'anime énormément, d'être meilleure, que ce que j'étais hier. Et je pense que ça, je le tiens aussi beaucoup de mes parents qui Mmh. ils m'ont jamais poussée à faire, enfin de la gymnastique à haut niveau et cetera. Ils m'ont toujours soutenue mais jamais poussée. Par contre, ils m'ont toujours, je pense, dit que c'était important que si je fais quelque chose, il faut le faire à fond. Voilà, sinon, enfin, il y a je ne sais combien de sports, il y a plein de choses à faire dans la vie. Donc si, enfin, faut pas mettre son énergie à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc voilà, ce concept de faire les choses à fond, je pense que je le tiens vraiment de mes parents. En gymnastique aussi, bah, j'étais tout de suite en équipe de France au très haut niveau. Et ça veut aussi dire, beaucoup de compétitions à l'étranger, donc beaucoup de voyages. Alors c'est vrai, quand on a des compétitions, on n'est pas là pour visiter, mais je pense qu'aussi ce style de vie, où on n'arrête jamais et cetera, c'est très fatigant. Et parfois je dis à mes amis: «Oh, je suis fatiguée» et cetera. Mais je pense que c'est quelque chose qu'au fond j'adore. Je te disais au début que j'ai un peu une énergie qui déborde. Et donc voilà, moi je pense que ce genre de vie où on s'entraîne, comme une folle, on n'arrête pas de voyager et cetera, c'est quelque chose que Ouais, ça j'adore. t'allait bien. Excellent. J'allais te poser une question, mais en fait, je pense que tu y as enfin, je pense connaître la réponse. J'allais te demander par rapport à cette enfance pas sacrifiée, mais, le fait que tu aies dû devenir très jeune, une adulte. Je me demandais s'il y a eu une phase où tu as eu des regrets, tu vois, de pas avoir pu faire peut-être ce que, d'autres filles, de ton âge, faisaient, se balader entre copines, tu vois, manger des bonbons, fêter les anniversaires, partir en vacances. Et je te le demande parce que, hem, enfin, moi, je sais que je l'ai eu un petit peu. Alors, j'ai pas fait, j'étais pas, à un niveau d'intensité, aussi élevé que toi, clairement pas. Enfin, j'ai jamais fait 30 heures, de judo par semaine. Mais je sais qu'il y a une phase où, avant que tu vois, je gagne en maturité, où je me disais: «Punaise», tu vois, j'ai pas fait, je sais pas, des journées plage avec les potes, je j'allais pas aux soirées d'anniversaire, tu vois? La dernière année, j'étais en Ouais. régime permanent, j'ai pas fêté Noël ni mon anniversaire. Est-ce que, tu vois, est-ce que j'aurais pas Ouais. aimé avoir une enfance différente? Aujourd'hui, clairement, non, tu vois? Je suis très content de ce que le judo m'a apporté, mais je me demandais, toi, c'était quoi ton point de vue? Parce que ça a duré vachement plus longtemps et c'était quand même, Mmh. beaucoup plus exigeant, que ce que j'ai vécu. Écoute, non, moi, c'est vrai que j'essaie vraiment de vivre, c'est un peu cliché, mais une vie sans regret. Voilà, il y a des moments où j'étais très «consciente», en fait, entre guillemets, de ce qui m'arrivait. Et parfois ça me rendait un petit peu triste, parce que je savais qu'en fait, je partais de chez mes parents et que j'allais jamais revenir parce qu'après il y a les études et cetera. Et donc parfois ça me rendait un peu triste d'avoir coupé aussi court la cohabitation avec les parents. Alors ça, je pense que personne, aucun enfant ne dira ça, parce qu'en général les enfants veulent justement, partir et avoir leur indépendance. Mais voilà, moi j'ai toujours une super relation avec mes parents. Donc voilà, j'étais un peu parfois, nostalgique, en avance, du fait que voilà, mon enfance était terminée. Après des regrets, non, parce que je savais aussi que j'aurais d'autres moments, dans la vie pour aller à la plage avec mes amis et cetera. Et mon père m'a toujours dit: «Il y a un moment pour tout dans la vie, voilà, il y a des moments où faut plus travailler, moins s'amuser, vice versa». Enfin, voilà, donc pour le coup, je me suis toujours dit, on avait une liste d'ailleurs quand on faisait avec mes amis en gymnastique, des trucs qu'on ferait ou qu'on mangerait, ou voilà, quand on arrêterait la gymnastique. Hem donc non, en vrai, surtout, je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est beaucoup plus facile à dire, je pense aujourd'hui. J'arrive à voir, tout ce que Ouais, ça m'a apporté. Et en fait, j'échangerais pas, alors c'était très dur et je pense que c'était même l'expérience une des expériences les plus dures que j'aurais eu à avoir dans ma vie.
entre l'exigence des entraînements, mais aussi, en fait, un mental, d'enfant et en fait, j'avais pas c'était très dur aussi de traverser ça quand on est enfant et aujourd'hui, je trouve que je suis beaucoup plus équipée, mentalement, et puis j'ai l'impression que j'aurai jamais quelque chose d'aussi exigeant. Donc je vois tout le Mmh. positif, que ça a apporté dans ma vie. Ça m'a mis longtemps la reconversion, enfin l'arrêt de la gymnastique a été extrêmement dur. Ça a été 2 ans, il y a voilà, il y a des gens qui disent que c'est quasiment comme un décès, c'est une partie de Ouais. soi-même qui meurt. Mais voilà, j'ai réussi à me relever de par mon entourage, de par mes projets et cetera et donc aujourd'hui, heu, aucun regret, voilà, de cette enfance, un petit peu écourtée. Bah, c'est clair que quand tu as un pilier qui s'installe dans ta vie aussi jeune, un pilier pour ta confiance en soi, que tu te bâtis, aussi jeune, c'est juste, fabuleux. Le sport de haut niveau, pour le coup, Ouais, voilà, bon, les blessures et cetera, enfin les sacrifices, tous les côtés négatifs, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis sur le fait que c'est ouais, contrebalancé par finalement tout ce que ça apporte en termes de développement perso, ouais. quoi. Bah, je pense que si tu m'avais demandé ça l'année après mon arrêt, Ouais. j'aurais peut-être pas eu la même réponse. J'ai vraiment mis beaucoup de temps parce qu'en fait, surtout comme tu dis, quand on a un pilier comme ça, moi je me suis construit avec la gymnastique. Donc en fait, moi j'étais, Madeleine la gymnaste et même, Madeleine la bonne élève et en fait, quand j'ai arrêté la gym, j'étais plus la gymnaste et en plus, voilà, j'ai changé de lycée. J'ai eu une année de terminale assez difficile et donc j'étais plus non plus bonne élève, donc j'étais Madeleine, rien et donc j'ai dû me reconstruire une personnalité et ça, c'est aussi un processus, assez intéressant. Je pense que peu de gens ont à faire Ouais, aussi «jeunes» entre guillemets, heu et donc voilà. excellent. Excellent, donc 2 ans de transition, où, bah, finalement, tu reviens dans un univers où tout ce que tu as appris, j'imagine d'un point de vue technique, mais aussi, mental en gym, doit certainement te servir. Donc comment les débuts, tu l'évoquais, les débuts en saut extrême, que tu fais du coup en Espagne. À quel Mmh mh. moment est-ce que tu te dis: Là, ça y est, je crois que j'ai trouvé, tu vois, ce que j'ai vécu en gymnastique, les émotions que je ressentais en gymnastique, j'ai trouvé le sport qui peut me procurer, plus ou moins la même chose, en tout cas dans lequel je me sens, aussi épanoui qu'à l'époque. Ouais. En fait, assez rapidement, c'est vrai que moi j'ai toujours, eu un point en tête, que je voulais faire du plongeon, parce que déjà c'est un sport assez commun pour, les anciennes gymnastes. C'est un sport il y a beaucoup de même de personnes en équipe de France qui sont des anciens, gymnastes. Et puis aussi c'est un sport qui est quand même, moins violent pour le corps. Enfin, il y a des personnes qui ont 70 ans qui font du plongeon, tu vois? Alors bien sûr, le plongeon extrême, c'est très violent pour le corps, mais bon, le plongeon classique, ça peut être pratiqué par, un peu à tous les âges et donc je me suis dit que voilà, je m'étais toujours dit que ce serait un sport que j'aimerais bien essayer. C'est vrai qu'en faisant mes études à Londres, j'avais pas vraiment l'occasion, c'était très compliqué et donc en arrivant à Madrid, je me suis dit: «Bah, allez, cherche une piscine, let's go» et en fait, très vite, déjà, j'ai retrouvé la sensation de faire des saltos parce qu'en fait, c'est bizarre à dire, mais en fait, dans la vie de tous les jours, il y a pas non plus, plein d'occasions de faire des saltos. Enfin, c'est voilà, donc déjà, ça, je me suis dit: «Ah ouais, j'avais oublié cette sensation, d'être dans l'air, c'est incroyable» et ensuite, comme je disais, la sensation de progresser de, chaque plongeon, mon coach qui me disait: «Bah, voilà, alors, plus ton bras, plus tes jambes, je sais pas quoi et cetera» et de me dire: «OK, le prochain plongeon, j'essaie de faire mieux et cetera» et de me voir progresser. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus agréable de progresser dans un sport où on est bon et clairement, en plongeon, j'avais vraiment, un énorme avantage avec ma carrière de gymnaste. Mais donc, d'abord, c'était vraiment retrouver ces sensations de plaisir du sport et comme je te disais au début, de la passion et au bout d'un moment, je me disais: «Mais moi, j'ai besoin de plus, j'ai envie de m'entraîner, mais j'ai envie de m'entraîner pour un objectif», et encore une fois, moi, c'est pas tant que je suis compétitrice en mode je veux battre les autres, mais je me disais: «Mais où est-ce que je peux arriver?» tu vois? Et en fait, au début, j'avais un petit peu en tête d'éventuellement, faire les JO pour le Portugal parce qu'en fait, à l'époque, je pensais que, aux JO, tu avais une place par pays. Alors c'est pas du tout le cas, il faut faire des minimums de points qui sont hyper élevés. Enfin, bon, j'aurais jamais eu le niveau en plongeon classique, parce que c'est assez différent et il y a beaucoup plus de compétition
Et donc en fait, c'est vrai qu'il y avait aussi 2 plongeurs Red Bull qui s'entraînaient, dans ma piscine, donc je regardais souvent, ils s'entraînaient et cetera. Et il faut savoir que dans le plongeon extrême, on atterrit, debout, donc les pieds d'abord et pas par la tête. Et c'est vrai que moi, en gymnastique, j'avais l'habitude d'atterrir, sur les pieds et pas sur la tête, heureusement. Et donc j'avais beaucoup plus de facilité de ce côté-là. Et donc parfois, les plongeurs Red Bull me disaient pour rigoler: «Ah mais tu devrais te mettre au cliff diving» et cetera. Et puis on rigolait parce que c'était quand même complètement, lunaire, de penser que j'en étais capable. Et au fur et à mesure, voilà, ça a un petit peu, fait son chemin dans ma tête et cetera. Et je pense que pour me mettre au niveau, j'avais vraiment besoin d'une personne, qui me dise, «Tu peux le faire», et qui avait aussi les connaissances parce qu'on peut avoir des grands rêves, mais si demain je me dis: «Je m'entraîne tous les jours en tennis pour faire Roland Garros», je pense que c'est quand même pas Mmh. possible. Donc voilà, mon coach qui avait un peu cette expertise m'a dit: «Oui, oui, je pense que tu en es capable», comme je te disais au début. Et j'avais juste besoin de ça. Et là, Madeleine était partie. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper résilient, j'ai aucun mal à travailler comme une folle. C'est toujours été un petit peu ma qualité en gymnastique. J'ai jamais eu de grands, talents, entre guillemets «physiques». Par contre, mon talent, c'est que je suis une acharnée. Mmh. Et donc Et le voilà. travail bat le talent, généralement. Exactement. Ce qu'on n'a pas encore évoqué, mais concrètement, donc tu plonges à 20 mètres. C'est quoi qui est évalué? Et quel type, alors tu fais des figures, j'imagine? C'est pas juste un plongeon, enfin, j'imagine pas parce que j'ai vu des vidéos, mais pour celles et ceux qui nous écoutent qui peut-être voient pas trop ce que c'est, Oui. qu'est-ce qui se passe quand tu sautes, à 20 mètres? Qu'est-ce que tu dois faire et comment tu es jugé? Exactement, ouais, donc l'objectif, c'est en effet de faire, des figures, plusieurs saltos, des vrilles et cetera. C'est pas de faire un saut droit. Et d'ailleurs, fun fact, faire un saut droit, moi, ça me ferait même, assez peur à 20 C'est mètres. vrai? Je pense que je le ferai jamais, parce qu'en fait, on contrôle beaucoup moins. Et donc en fait, les compétitions, c'est ça. Donc en fait, on fait une figure qui a un certain, niveau de difficulté selon combien de rotations on va faire et cetera. Et en fait, ce score de difficulté va être multiplié par, le score des juges qui vont, nous juger, sur l'exécution de notre saut. Donc ils vont regarder, le départ du plongeon, la position en l'air, qu'on a bien, les jambes tendues, que c'est entre guillemets «bien propre». Et le plus important, c'est l'entrée dans l'eau, de faire le moins de splash, possible. Donc si tu es pas parfaitement vertical, bien gainé et cetera, à 20 mètres, tu peux te faire une énorme bombe, s'il y a un petit doigt, qui dépasse. Parce qu'il faut savoir qu'on rentre dans l'eau à 80 kilomètres/heure, donc Waouh! c'est très violent. Hem et voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se OK. passe. OK, 80 kilomètres/h dans l'eau. OK. Punaise. Parce que du coup, comment tu t'entraînes à ça? J'imagine que tu sautes pas tous les jours, Ouais. à 20 mètres, mais pour autant, il faut que tu aies la Non, hauteur non. pour, exécuter les figures, donc ça se passe comment un entraînement pour du saut extrême? Ouais, ça c'est un très bon point. Alors déjà, on peut pas s'entraîner tous les jours à 20 mètres, tout simplement parce qu'il y a très peu d'infrastructures dans le monde. Il y a, 3 piscines avec une plateforme à 20 mètres. Il y en a une au Canada, une aux États-Unis et une en Chine. Donc déjà par souci d'infrastructure, c'est pas possible. Et aussi, parce que, bah, c'est très violent pour le corps, donc c'est pas du tout, recommandé de faire ça tous les jours. Donc en fait, on s'entraîne, la plupart d'entre nous, on s'entraîne dans une piscine normale. Donc une piscine normale va avoir un plongeoir jusqu'à 10 mètres. Et on va diviser la figure en 2. Donc la première partie, on va faire un plongeon rentré par la tête, qui va être la première partie de notre plongeon. Et ensuite, il y a la partie où on se redresse, qui est aussi une espèce de salto. Et donc on va faire ces 2 plongeons séparés. Et ensuite, il faut le mettre, ensemble, à 20 mètres. Donc c'est pour ça que ce sport est très, très mental, parce que déjà, 20 mètres, c'est très, très haut, ça fait peur et cetera. Mais le deuxième aspect, c'est qu'en fait, ce qu'on réalise en compétition, on le réalise entre guillemets, très peu, au long de l'année. Et donc il faut, une vision, enfin une sensation de son corps dans l'espace, très, très bonne. Heu, En plus, parfois c'est 20 mètres, parfois c'est 22 mètres et cetera. Donc il faut s'adapter. Faut voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, pour faire ce sport, il faut avoir fait un sport Ouais. acrobatique, dans sa jeunesse. La plupart des gens, viennent du plongeon, quasiment tout le monde, parce qu'en fait, c'est quand on est très, très jeune et que notre cerveau se développe,
et qu'on fait un sport acrobatique, qu'on va développer voilà ce sens-là de notion de corps dans l'espace. Donc voilà, moi je me suis entraînée, longtemps, dans une piscine jusqu'à 10 mètres et maintenant depuis 1 an, on a la chance à Madrid d'avoir un 15 mètres qui est une petite plateforme qui est mise, littéralement sous le plafond. Hem Et donc ça, c'est un plus parce que déjà, on peut plus entraîner son corps aux impacts, même si c'est pas exactement les mêmes plongeons qu'on va faire à 20 mètres. C'est important, surtout avant la saison, de préparer son corps à l'impact et deuxièmement, il y a quand même certaines figures qu'on peut faire à 15 mètres et c'est le seul plongeoir, en Europe à 15 mètres. Donc voilà, j'ai de la chance d'être basée à Madrid pour ça aussi. Et du coup, tu découpes les enchaînements, enfin la série de figures, en 2. Est-ce que tu travailles je veux dire, est-ce que parfois ça t'arrive quand tu sautes à 10 ou 15 mètres, de travailler uniquement la section raccord, on va dire, entre, tu vois, le moment où tu sautes et le moment, enfin la phase où tu as sauté et la Ouais. phase où tu rentres dans l'eau? Je sais pas si c'est très clair, mais, heu, bah, je sais pas si ma question est claire. Oui, alors oui, oui, alors si on travaille la 2e partie. Travailler les 2 ensemble, ça dépend un petit peu de quel plongeon, il y a des plongeons simples, on va dire un double salto, c'est un des plongeons, les plus simples qu'on peut faire à 20 mètres. On peut le faire à 10 mètres. Après, la vitesse est pas du tout la même parce que du coup à 10 mètres, la connexion entre, le plongeon par la tête et le redressement va être hyper rapide et à 20 mètres, il faut justement bien prendre son temps. Donc il faut faire attention de pas non plus prendre l'habitude, du timing, Ah oui. du 10 mètres parce que c'est vraiment pas le même. Donc voilà, on essaie en effet de trouver des façons de simuler au plus possible. On a aussi, des longes, enfin des espèces de cordes qu'on peut mettre, heu, soit au trampoline, soit au plongeoir de 3 mètres et un petit peu simuler, ça avec le coach qui nous donne un peu plus de hauteur et donc après il y a une énorme, partie de l'entraînement qui est en fait la visualisation mentale, la Ouais. visualisation de la figure en entier. Ça, c'est une technique que j'avais déjà appris en gymnastique, soit visualiser une figure, soit visualiser, une figure réussie. Par exemple, en gymnastique, il y avait une figure, sur laquelle je tombais tout le temps et donc voilà, je m'entraînais vraiment à visualiser, heu, la réalisation de la figure «réussie» entre guillemets, son succès. Et ça, c'est une technique qui, dans les sports acrobatiques et surtout dans les sports où on peut, où la figure finale, a des reproductions limitées, bah, il faut vraiment faire le travail, dans la tête le plus possible. Et du coup, ça, quand tu dis que tu visualises quoi? Tu te vois toi, en train d'exécuter la figure ou tu fais de la visualisation, en imaginant ce que tu verrais de tes propres yeux pendant que tu fais la Ouais. figure? C'est un bon point, chaque athlète le fait un petit peu différemment. Je pense que c'est important de faire les 2. Moi, j'aime bien me voir un peu de l'extérieur comme si j'étais, mon coach. J'aime bien ce type de visualisation, mais après il y a c'est aussi important, comme tu dis, de se visualiser dans la figure vraiment, comme si c'était, nous qui la faisions. Donc les 2 sont importants pour, entre guillemets, donner le plus d'angles possible au cerveau. OK, super intéressant. Et physiquement, tu disais, voilà, impossible de sauter tous les jours à 20 mètres, bah, déjà parce qu'infrastructure, il y en a pas et puis après parce que c'est quand même violent pour le corps. Quel entraînement spécifique est-ce que tu as Ouais, du fait de la hauteur par rapport à des gens qui plongent, de hauteur, classique, ouais. notamment pour éviter les blessures? Est-ce qu'il y a des trucs que tu travailles en particulier? Alors il y a une énorme partie, d'entraînement, physique, donc je vais à la salle de sport, au moins 4 fois par semaine, faire des exercices, avec, des poids. C'est très important de travailler notre forme physique et pour être en mesure de réaliser les figures, en fait, donc il faut être très dynamique, mais aussi il faut être très gainé de tout le corps pour, au moment où on rentre dans l'eau, pour que l'eau nous comment dire? En fait, si tu rentres dans l'eau et que tu es tout mou, tu vas te faire super mal et donc en fait, il faut vraiment que ça soit, plutôt toi qui casses l'eau, plutôt que l'eau OK. qui te casse et donc pour ça, il faut être très, très gainé et donc avoir des muscles qui répondent très vite et qui sont très entraînés. Donc il y a une énorme partie, voilà, à la salle de sport, heu, pour être dynamique, mais aussi pour éviter les blessures
Et ensuite, il y a des exercices très spécifiques. Donc, par exemple, le cou, on va se muscler le cou parce que, il prend assez cher, à l'entrée dans l'eau. Une des blessures les plus communes, ça va être les jambes qui se séparent quand tu rentres dans l'eau. Donc là, ça va être les Ah adducteurs. ouais. Après voilà, pour le coup, tous les muscles, sont importants. Et puis après, en fait, plus tu fais d'impact, là-haut, plus ton corps est habitué aussi. Donc c'est vrai que souvent les athlètes qui commen enfin en début de carrière, on va essayer de faire beaucoup de répétitions. Moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de 10 mètres, de 15 mètres depuis qu'on est à la plateforme et beaucoup de 20 mètres. Et au fur et à mesure de la carrière, le corps s'habitue plus au choc et à l'impact. On va essayer de faire moins de répétitions pour le préserver un petit peu. Donc c'est un mix de, faut faire assez d'impact assez haut pour un peu entraîner la mémoire corporelle. Je ne sais pas si Mmh. c'est un terme qui existe, mais voilà, pour que le corps s'habitue à dès qu'il rentre, enfin avant, 1 seconde avant qu'il rentre dans l'eau, il soit extrêmement, tout soit gainé, tout soit bien dur. Mais sur le long terme, voilà, il faut faire un petit peu attention pour quand même se préserver. Et puis après, bah, moi je vais voir, pendant ma saison, beaucoup, beaucoup le kiné et cetera, parce qu'après, des compétitions ou des semaines d'entraînement, parfois je vais aux États-Unis pour m'entraîner pendant une semaine et du coup voilà, je mets les bouchées doubles et je vais faire peut-être entre 20 et 30 plongeons à 20 mètres. Et après cette semaine-là, voilà, je vais sentir que mon corps est un peu fatigué, donc ça va être important de récupérer, avec un kiné et cetera. Est-ce que ça t'est arrivé de complètement rater un saut à 20 mètres? Alors, j'ai de la chance parce que j'ai pas encore, fait, vraiment un ratage en mode énorme plat et cetera. C'est vrai que l'objectif de carrière, c'est de pas en faire parce qu'en fait, si tu te rates vraiment, c'est-à-dire si tu fais vraiment un plat en mode, horizontal, ça peut être assez grave, tu peux t'évanouir. Et en fait, ce qui est très dur après, c'est le retour, côté mental. En fait, Ouais, tu commences à avoir très peur et cetera parce que en fait, ce qui arrive, c'est que souvent, hem, les gros plats ou les gros fails, c'est, qu'il y a eu un bug, dans notre tête, en fait. Parce qu'on s'entraîne tellement que physiquement, en général, tu sais exactement comment plonger, mais il suffit que ton cerveau se déconnecte une demi seconde ou doute dans l'air. Et là, si tu voilà, tu t'arrêtes, on dit qu'on peut se perdre dans l'air. Voilà, dans tous les sports acrobatiques, c'est la plus grosse peur, de l'athlète de se perdre, en pleine figure. Donc voilà, donc ça idéalement, voilà, il y a beaucoup malheureusement d'athlètes qui en ont eu 1 ou 2 fois dans leur carrière, mais l'idéal, c'est de jamais avoir de perte de figure. Après, j'ai déjà, voilà, fait, des semi-plats, on va dire, où, sur le moment, j'étais complètement sonnée, mais qui n'ont pas eu de conséquences, physiques. Notamment, à la finale, de mon premier championnat du monde, l'année dernière, sur, un de mes plongeons préférés sur lequel j'étais, le plus à l'aise et sans doute un petit peu trop à l'aise. J'avais, beaucoup d'adrénaline et cetera. Et en fait, je faisais un double salto, et en fait, il y a beaucoup de place à 20 mètres pour faire un double salto. Donc voilà, faut pas y aller non plus, trop vite. Et en fait, j'ai donné, trop d'impulsion et j'ai arrêté ma rotation beaucoup trop tard. Donc je suis arrivée, sur les fesses, slash dos, et donc j'ai eu mal au coccyx pendant, 6 mois au moins. waouh! Et sur le moment, j'étais complètement sonnée, on m'a sortie de l'eau et cetera. J'ai eu un peu peur, mais après j'ai réussi à me ressaisir. On m'a fait tout un check, médical et j'ai fait, la compète, la finale. Et j'ai plongé, super bien et j'ai fini, 12e à mon premier championnat du monde après ça. Donc c'était quand même une petite victoire de m'être relevée après ça. Heu, voilà. Et récemment, il y a 2 mois, j'ai fait un gros plat sur un nouveau plongeon à 15 mètres. Alors 15 mètres, ça fait moins mal, mais ça fait très, très mal. Et pareil, j'ai rien eu physiquement, et je pense que ça, c'est aussi lié au fait que je suis très bien, préparée physiquement. J'ai rien eu physiquement. Par contre, mentalement, ça a été très dur. J'ai eu une grosse, grosse, perte de confiance en moi pendant 1 ou 2 mois, à me dire, que peut-être que j'étais pas capable, de faire, des nouveaux plongeons, plus difficiles, que peut-être que ça pourrait me réarriver et cetera. Donc ça m'a beaucoup impactée, même au-delà du plongeon, un peu dans ma vie de tous les jours.
parce que voilà, un vrai gros plat, ça te sonne vraiment et Mmh. c'est assez dur mentalement. Et voilà, j'ai réussi à remonter la pente et ça fait partie de ce sport, de se relever, après des échecs aussi. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, rien de très grave physiquement. Bah, écoute, je touche du bois, on croise les doigts Oui. pour que ça n'arrive pas, mais intéressant ce que tu disais sur le fait que tu as réussi à remonter la pente, à te remobiliser. Ça me fait un peu penser, tu sais, des fois, tu vois des vidéos sur le Tour de France ou des courses cyclistes où tu as d'énormes chutes dans le peloton, des gars qui sont complètement, bien amochés et à chaque fois, je me demande: «Mais comment est-ce qu'ils arrivent, tu vois, à remonter sur le vélo et à repartir, à 50-60 km/h en descente, à bloc, sans appréhension. Du coup, je te pose la question, comment toi, tu as fait pour gérer tu vois, ce mauvais saut enfin, Ouais. ces deux mauvais sauts qui t'ont bien amoché, notamment le dernier là. Ouais, c'est un bon point. Alors je pense qu'il y a une différence entre devoir, remonter la pente, dans l'immédiat, où, tu vois, moi je te dis, voilà, j'ai mis entre guillemets «quasiment 2 mois». Dans mon cas, j'ai vraiment essayé de me dire que c'est pas parce que tu rates un plongeon sur des, milliers de plongeons que tu as fait, que tu dois remettre en cause, toute ta capacité, tu vois? Mmh. C'est pas juste, c'est pas représentatif, voilà. Hem, Après, je me suis aussi dit qu'en fait, je devais un petit peu retravailler, ma technique, que c'était aussi partie, en fait, du sport. Comme je te disais au début, idéalement, on essaie de faire une carrière sans crash ou sans énorme plat, mais ça fait malheureusement, partie du jeu. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop m'attacher à cet échec, pour faire des conclusions que voilà, je suis plus capable de plonger, je suis pas capable de faire des plongeons difficiles et cetera. Je me suis aussi quand même donné du temps. Je pense que j'avais besoin de temps pour récupérer un petit peu l'énergie mentale parce que mine de rien, en fait, un plat de cette hauteur-là, c'est un petit traumatisme parce qu'il y a quand Ouais. même une demi-seconde pendant mon plongeon où je me suis dit: «Je vais mourir». Et en fait, ça, c'est un peu comme, les accidents de voiture, un petit peu violents où finalement, bon, les gens s'en sortent sans blessure. Il y a quand même un moment, un petit traumatisme, donc il faut aussi laisser son corps et son esprit du temps pour récupérer. Hem Et dernièrement, en fait, j'ai aussi changé du coup de stratégie. Je me suis dit: «Bon, ce plongeon-là, je suis peut-être pas encore prête, c'est peut-être pas encore le moment» et donc j'ai travaillé d'autres plongeons. Il y a des gens qui disent: «Non, mais il faut tout de suite le refaire» et cetera. Dans mon cas, j'ai pas opté pour cette stratégie. J'ai travaillé d'autres plongeons un peu différents, un peu plus simples, qui m'ont permis de regagner confiance en moi, et de me prouver que je pouvais faire, des nouveaux plongeons, difficiles, sans me cracher à chaque fois. Et d'ailleurs, ces plongeons-là, je les ai faits à 20 mètres, il y a 3 semaines et j'étais vraiment, super contente. Je me disais: «Bah, voilà, tu vois, tu en es capable» et cetera. Et ce plongeon-là, je l'ai quand même en tête, mais voilà, je pense que je peux me laisser plus de temps. Il faut que aussi j'ai un peu plus d'expérience, et voilà, encore une fois, c'est pas grave. Je me suis vraiment dit qu'il fallait pas prendre cet échec, qui définisse, toute ma carrière, toute ma personnalité, et ma capacité à faire des plongeons plus difficiles. Mmh. Tu as mentionné, Red Bull à plusieurs reprises. C'est quoi leur rôle, leur influence sur la scène, tu vois, internationale du Ouais. plongeon extrême? Alors déjà, c'est vraiment eux qui ont, porté le sport dès le début. En fait, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'est un sport quand même assez récent. Il me semble que les premières compétitions, c'était peut-être il y a 20 ans, bon à vérifier, mais enfin, c'est très récent pour un sport et en fait, c'est vraiment Red Bull qui a organisé les premières compétitions dans ce sport. Au début, il y avait que les hommes et il me semble qu'en 2013, mais encore une fois, je veux pas dire n'importe quoi, à checker, ils ont inclus les femmes également dans ces compétitions. Et c'est vrai que Red Bull est excellent, sur tout ce qui est marketing et cetera. Donc c'est grâce à Red Bull que ce sport est devenu connu. Et en fait, le principe, du circuit mondial, Red Bull, c'est d'organiser des compétitions un peu à travers le monde dans des conditions qui changent. Donc on peut avoir une compétition en ville,
où là, il y aura, beaucoup de public et cetera. Une compétition, plutôt au bord de la mer, où on va sauter d'une falaise, et donc là, il y aura des vagues, donc il faut aussi gérer les vagues. Ça peut être le vent et cetera. Donc je pense que le but de Red Bull, c'est un peu, voilà, d'organiser des compétitions dans des environnements différents et que où les plongeurs doivent s'adapter. Hem et heu et et donc c'est eux qui vont sélectionner vraiment les meilleurs plongeurs au monde et les plongeurs, qui peuvent plonger de façon, «safe» entre guillemets, pas dangereuse. Et récemment, je pense que dans les 10 dernières années, le sport a été intégré dans la fédération officielle qui aujourd'hui s'appelle World Aquatics, qui regroupe la natation, le water polo et cetera. Donc on a commencé à avoir, des coupes du monde et des championnats du monde. Il y a eu un championnat d'Europe, et donc voilà, petit à petit, c'est inclus dans la fédération. Mais c'est vrai que Red Bull est très, très, très fort sur le côté, marketing, et finalement à faire connaître ce sport de par, les images, les vidéos. Il y a toute une série, avec des épisodes, sur chaque compétition, et si on veut qu'il y ait plus de gens qui pratiquent ce sport, pour qu'un jour ça soit aux JO, bah, on a besoin de visibilité. Et c'est pareil, si on veut vivre de ce sport, pour qu'il y ait plus d'argent, de sponsors et cetera, il faut aussi donner de la visibilité. Donc voilà, je pense que Red Bull a une énorme part dans la visibilité de ce sport et même dans sa création. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce circuit mondial, c'est quand même le plus prestigieux, heu, des compétitions dans notre sport. OK. Tu en es loin aujourd'hui de pouvoir en vivre? Alors, j'en La suis question. loin. La question. J'en suis loin, mais en fait, c'est un petit peu particulier, dans le sens où moi, je suis passée de rien à tout, pas du tout à rien, parce qu'en fait, je me suis entraînée pendant 3 ans, j'étais rien ni personne et d'un jour à l'autre, donc l'été dernier, j'ai fait des compétitions mondiales, direct. Donc en fait, il y a pas eu de phase de transition ou de faire des compétitions nationales, régionales et cetera. Heu, donc déjà pour chercher des sponsors avant que je commence à faire des compétitions, bah, c'était très Ouais, compliqué parce que, c'était juste: «Oui, je m'entraîne, j'aimerais bien, faire des compétitions», voilà. Il y avait rien de concret. Donc déjà là, c'était très compliqué. En parallèle, bah, moi, en fait, j'ai un travail à plein temps. Donc déjà concilier travail à plein temps et mes entraînements et mes compétitions, c'est très intense. Donc en plus d'aller chercher des partenaires et cetera, c'est quasiment un troisième travail. Hem, donc aujourd'hui, la façon dont on peut gagner de l'argent dans ce sport, c'est en compétition, avec les prize money. Donc, selon ton classement, bah, tu as X montant d'argent et donc pareil, vu que moi je viens de commencer, bah, évidemment, je suis pas, 1re, 2e, 3 mondiale. Donc voilà, je les primes que je récolte sont pas assez élevées aujourd'hui pour vivre de ça. Et après, beaucoup de ces plongeurs-là vivent, de sponsors et honnêtement, moi, j'ai pas beaucoup le temps, aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai commencé justement, cette année à aller chercher, mais encore une fois, c'est une troisième ouais, activité, à caler dans mon agenda. Mais voilà, c'est mon objectif aujourd'hui de monétiser de plus en plus. Aujourd'hui, j'offre aussi, des conférences, en externe. J'en ai fait beaucoup chez Amazon, mais maintenant je fais ça plutôt en externe pour monétiser. Je commence à faire des collaborations avec des marques et cetera. Donc voilà, c'est une direction que j'ai envie de prendre, hem pour, bah, plus valoriser mon sport. Enfin, je veux dire que tout le temps mis, là-dedans, soit aussi, reconnu et aussi parce qu'honnêtement, mon rythme actuel, ça va faire 4 ans que je l'ai. Voilà, je «manage» entre guillemets, mais c'est pas viable sur le long terme, donc voilà, j'ai besoin de revenus, via le plongeon pour éventuellement réduire un petit peu mon rythme de travail, à plein temps, ouais. ouais. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs tes collègues, chez Amazon quand tu leur expliques, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, c'est vrai que tous mes collègues, sont très supportifs, tout le monde est très admiratif. J'ai en permanence, des commentaires, super positifs. Je poste beaucoup aussi sur LinkedIn, donc je donne pas mal
de visibilité sur toutes mes compétitions, et cetera. Donc mes collègues, voilà, me soutiennent beaucoup. Après, l'entreprise, Amazon telle quelle, malheureusement ne me soutient pas dans le sens, horaires aménagés, sponsoring, et cetera. Donc c'est vrai que c'est génial d'avoir, un soutien de ses collègues, mais malheureusement sur le long terme, ça suffit pas pour, pour maintenir ce rythme-là. Voilà, c'est pas du soutien, financier ni d'aménagement. Heu, Ouais. donc voilà, mais je suis très, très reconnaissante à tous mes collègues, qui m'encouragent continuellement, heu, chez Amazon. Excellent. Excellent. Comment est-ce que tu vois du coup l'évolution de la discipline? Tu disais que c'est voilà, c'est un sport relativement, récent. Ça fait donc 3 ans, ça donc 5 ans que tu t'y es mis, c'est ça, hein? 3 ans d'entraînement et en gros 2 ans de compète? Alors non, un peu moins, non, 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 ça va faire 4 ans. J'ai fait, 2 ans et demi, 3 ans d'entraînement et là, c'est ma deuxième saison, tu vois? Ma Ouais. première compète, c'était il y a 1 an. Waouh, incroyable! Heu, ouais. Est-ce que du coup, sur ce laps de temps, tu as déjà vu une évolution, tu vois, sur le nombre de pratiquants, sur, les moyens, la médiatisation, ou on en est encore, au début, tu penses? Ouais, alors, il y a clairement de plus en plus de participants, de plus en plus de participants, jeunes aussi. Je pense que c'est une trend qu'on voit dans tous les sports où il y a de plus en plus de gens très bons, très jeunes. En fait, étant donné que c'est un sport, très, très, très mental, qui requiert aussi une maturité, et d'être assez posé. En fait, je pense que les gens pensent que les sports extrêmes, c'est un peu, des gens foufous, des casse-cou, et cetera. Alors que c'est un peu le contraire. Enfin, il faut vraiment savoir justement bien gérer ses émotions, être assez posé et mature et donc ça, en général, ça va un petit peu avec l'âge. Donc jusqu'à maintenant, on avait, des athlètes, la moyenne, c'était plutôt dans les 30 ans et maintenant on a des athlètes de plus en plus jeunes, surtout bon enfin non, chez les hommes et chez les femmes d'ailleurs, plutôt qui ont la vingtaine. Et en effet, on a de plus en plus de pratiquants. Il y a aussi de plus en plus de visibilité, grâce aux réseaux sociaux. En fait, c'est un sport qui est Ouais. très impressionnant et donc on a des super vidéos. Il y a une Canadienne qui s'appelle Molly Carlson, qui est une star des réseaux, qui a des millions d'abonnés sur TikTok, et des milliers d'abonnés sur Instagram. Voilà, elle fait des vidéos un peu autour, de l'anxiété, et cetera, via son sport et donc des personnes comme ça, vont donner vraiment beaucoup de visibilité à notre sport. Après, ça reste un sport extrême, donc c'est très difficile d'avoir des amateurs qui pratiquent, ce sport, parce que c'est très dangereux. Donc il y a toute une communauté de freestylers, c'est des jeunes qui vont sauter des falaises, voilà, sans entraînement académique. Enfin, il y en a qui s'entraînent beaucoup, mais je veux dire, c'est un autre monde, c'est pas le même monde que le Red Bull Cliff Diving. Et en fait, pour que ce sport soit aux JO un jour, alors 2028, c'est pas possible parce que les sports ont déjà été, annoncés. 2032 éventuellement, mais pour que ça soit aux JO, il faut qu'il y ait plus de pays et de personnes qui le pratiquent. C'est un sport, enfin même le plongeon classique, c'est très, très développé dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, en Australie, c'est très connu. Mais c'est vrai qu'en Europe, on est encore un petit peu, en retard, même pour le plongeon classique. Donc voilà, je pense que ça ne cesse d'augmenter. Red Bull, par exemple, l'année dernière, nous avait partagé, les chiffres sur tout ce qui est, visionnage, des compétitions, du live sur les réseaux sociaux, et cetera et c'est énorme. Donc je pense qu'on progresse et ce sport devient de plus en plus connu. Mais voilà, on verra, quand est-ce que ça sera aux JO et où est-ce que ça nous mène. Tu parlais de pour les débutants, du fait que c'est impressionnant. Franchement, je vous invite à aller regarder. Il y aura le lien, en description vers ton Insta. Les vidéos, punaise, c'est hallucinant. Et j'ai regardé plusieurs fois celle où, alors c'est un plongeon estampillé Red Bull, World Series où tu fais Un un équilibre? handstand, ouais, Ouais, où tu es en ouais. équilibre sur les mains. Hallucinant Ouais. ça! Là, parce que tu montes, assez doucement, en position. Est-ce que c'est, voilà, pour un peu, marquer le coup,
que tu le fais comme ça? Ou est-ce que c'est parce que vraiment tu as 0 droit à l'erreur et donc il Ouais. faut que tu fasses gaffe, en montant? Alors complètement, option 2. Alors c'est vrai que cette capacité de contrôler l'équilibre et cetera, ça vient vraiment de la gymnastique. Alors il y a pas du tout le droit à l'erreur parce que, bah, si je tombe côté haut, enfin je veux dire, sans contrôler, bah, c'est catastrophique et si je retombe côté plateforme, bah, je perds déjà 2 points, sans même avoir Ah commencé mon ouais, plongeon. Donc moi je monte, très, très lentement pour voilà bien contrôler, mon équilibre. Ça, c'est, pour la petite anecdote, même si, je contrôle très bien mes équilibres grâce à la gymnastique. Je me suis toujours dit, «Bon, peut-être qu'un jour, je sauterai à 20 mètres, mais alors faire un équilibre à 20 mètres, mais jamais de la vie, c'est beaucoup trop, quoi» et finalement, bah, cette année, voilà, il y a un mois, j'ai fait mon premier plongeon en équilibre, et puis j'étais super contente, parce que, bah, déjà, je m'étais dit que je n'en serais pas capable et en fait, je me suis prouvé le contraire et et deuxièmement, c'est vrai que parmi même tous les plongeurs, pros, qui plongent à cette hauteur-là, il y en a très peu qui sont capables ou en tout cas qui osent parce que capables, en fait, c'est jamais une question de capacité parce que physiquement, tous les gens sur terre qui savent faire un équilibre, bah, peuvent le faire à 20 mètres. En théorie, physiquement, c'est la même chose. Par contre, mentalement, c'est waouh, c'est ouais. hyper dur. En plus, moi, le sens dans lequel je le fais, je vois vraiment les 20 mètres comme si je plongeais dans le vide. Donc voilà, ça c'est le plongeon le plus difficile que j'ai fait, à date et voilà, j'étais super contente. Ça impressionne beaucoup le public avant même d'avoir commencé le plongeon. Donc voilà. Il y a des plongeons que tu oses pas encore faire? Oui, 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 il y a un plongeon, bon déjà il y a enfin, il entre guillemets, «il faut donner du temps au temps». Finalement, moi, ça va faire 4 ans que j'ai commencé ce sport, c'est rien. Ouais, Donc en fait, j'ai ouais, une marge de progression qui est absolument énorme. Il faut savoir que les personnes, les qui faisaient du plongeon classique avant, ont déjà réalisé, quasiment toutes les figures qu'elles réalisent aujourd'hui à 20 mètres. Le challenge pour, un plongeur, classique qui passe au plongeon extrême, c'est, voilà, la hauteur, adapter la figure et cetera. Moi, mon challenge, c'est d'apprendre la figure. Il y a beaucoup de figures que moi j'apprends, maintenant, qu'un plongeur normal apprend à 11 ans et demi, tu vois? Enfin, ouais. donc voilà, moi ça mon évolution prend beaucoup plus de temps qu'un plongeur classique parce que je dois apprendre des nouvelles figures et en plus, quand on est adulte, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre, c'est un peu comme les langues, des nouvelles figures et il y a une figure que j'ai en tête qui, en fait, n'a jamais été réalisée parce que c'est une figure qui n'a pas vraiment de sens pour le plongeon, en fait, qui vient plutôt d'une figure de la gymnastique, et j'aimerais vraiment la réaliser parce que déjà, je serais la première re personne qui réalise cette figure en compète et ensuite, bah, ça casserait un peu les codes, voilà, du plongeon parce que c'est une figure un peu bizarre, qu'un plongeur classique, ne penserait jamais à réaliser. Donc voilà, après encore une fois, je me donne du temps parce qu'en fait, dans ce sport, c'est hyper important de monter sa figure à 20 mètres quand on est prêt. Mmh. Parce que si on l'a fait alors qu'on n'est pas prêt, comme ça m'est arrivé, bah, on peut se prendre un gros crash et alors là, ça peut être très difficile et ça peut prendre beaucoup de temps, de revenir. Donc voilà, ce qui est important aussi dans ce sport, c'est d'être, patient et de pas aller trop vite. Moi, j'ai mis 3 ans, pour monter à 20 mètres. Il y a des gens qui me disent que c'est très rapide, d'autres gens qui me disent que c'est très long. Mais voilà, c'est important d'aller petit à petit. Ça surprend toujours les gens quand je dis: «Moi, dans mon entraînement, je fais des plongeons à 0 mètre du bord de la piscine». Ça fait partie de mon OK. entraînement, donc je fais 0 mètre, 1 mètre, 3 mètres, 10 mètres. C'est vraiment important d'y aller petit à petit et de travailler, toutes les hauteurs, les bases pour ensuite être très, très solide, à 20 mètres. Ce teasing sur le plongeon que tu as sur ta liste mais pas encore réalisé. Excellent. Yes. Hem, Au moment où ça me fait penser, tu vois, quand tu disais que, le fait d'être en handstand, donc, en équilibre sur les mains à 20 mètres, c'est vachement impressionnant. Là, pour le coup, j'imagine que mentalement, faut vraiment être, préparé. Est-ce que tu as une routine ou en tout cas tu vois, des habitudes, des choses que tu mets en place Ouais, systématiquement quand tu sais que tu t'apprêtes à plonger? Et si c'est le ouais. cas, est-ce que tu peux peut-être
Tu vois, là, admettons que là, tu t'apprêtes à plonger, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu te prépares? Ouais. Alors déjà, je pense que cette routine évolue constamment parce que, bah, je me OK. connais de mieux en mieux, voilà, je me dis: «Ah ça avait marché, ça non». Ça dépend aussi un petit peu du mindset dans lequel je suis. Mais, je reviens toujours à la visualisation. D'abord, je vais vraiment me visualiser en faisant mon plongeon. Parfois aussi, simuler, enfin, les gestes que je vais faire pendant le plongeon. On voit souvent les plongeurs avant de plonger qui simulent un peu leur plongeon en faisant des gestes bizarres, mais voilà, pour nous, c'est très clair dans notre tête, de ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, au moment où, je vais plonger, je vais penser à deux trois actions clés, té de la technique. Donc, je sais pas, les bras, les jambes et cetera, serre tes abdos et cetera. 2-3, il faut toujours trouver un équilibre entre pas penser à trop de choses, mais quand même penser à deux trois points clés parce que, voilà, on peut pas plonger en pensant à rien. Alors il y en a peut-être qui le font, mais je pense que c'est des gens qui ont énormément d'expérience. Mais voilà, il faut quand même penser à deux trois mots clés. Cette année, j'ai commencé à compter avant de plonger, donc dans ma tête, 1, enfin 3, 2, 1 et ensuite j'y vais. Ça m'aide aussi, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc voilà, je dirais 3 choses: visualisation, aussi un gros coup de respiration. Ça, c'est plus je suis stressée, plus je prends mon temps à voilà, inspirer et expirer, très très doucement. Mais voilà, c'est vrai que l'année dernière, j'avais beaucoup plus de mal à gérer mon stress, surtout avec le public. Moi, déjà, quand j'étais en gymnastique, j'avais un peu, ça me stressait beaucoup quand il y avait beaucoup de gens qui regardent. Et alors là, on est quand même à, ma première compète à Paris, il y avait, je crois 45 000 personnes. Waouh! C'était ma deuxième compète, donc ça fait, beaucoup, beaucoup de pression et cetera. Et cette année, là, j'ai eu une compétition à Boston il y a deux trois semaines et pareil, il y avait, 50 000 personnes dans le public. Et pour la première fois, je sentais que j'étais vraiment assez calme en voyant, cette foule. Je pense que je prends de plus en plus confiance en moi, j'acquiers de l'expérience et cetera. Et voilà, c'est important de se concentrer, sur sa respiration et un petit peu sur ses sens, voilà, le toucher et cetera, pour se sentir, bien bien dans son corps. OK. Et le déclic du saut, c'est-à-dire le moment où tu sautes, est-ce qu'il y a tu un déclencheur? Il y a quelque chose qui fait que tu y vas ou Bah, comme parfois je ça te peut être disais avant, ouais, j'avais rien, donc je réfléchissais, enfin voilà, aux actions et cetera, et quand j'étais prête, j'y allais. Je dirais que, il y a des plongeurs qui partent très vite, d'autres qui mettent, 50 secondes, debout sur la plateforme avant de se lancer. Et donc voilà, cette année, je fais mon décompte là, le 3-2-1. Pour mon plongeon de l'équilibre, je dois tenir 2 secondes en équilibre, c'est OK. un des critères pour montrer qu'il est bien contrôlé. Donc voilà, là, je monte en équilibre, je compte 2 secondes et j'y vais. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, là, c'est les automatismes qui priment. C'est vraiment le corps, qui, parce que ça dure, 3 secondes, donc c'est super rapide. Et donc là, l'acrobatie, elle est vraiment automatique. Et à la fin, juste la seconde avant de rentrer dans l'eau, il faut vraiment penser à se serrer le plus possible et à être le plus possible gainé pour rentrer bien dans l'eau et faire le minimum de splash. Voilà. Et ensuite, quand on a fini notre plongeon, il faut nager, 4-5 mètres pour, vers le haut pour remonter à la surface. Et là, voilà, c'est un peu la délivrance. Surtout si on a bien plongé, on est super content et il y a Mmh. là, il y a l'adrénaline qui fait effet et voilà. Je t'ai posé la question parce que j'ai vu pas mal de films, récemment sur des expéditions, des aventures, ou juste des défis de base jumper et en fait, le décompte, alors j'imagine que, voilà, on peut pas généraliser, mais en tout tous les films que j'ai vus, de gars qui s'apprêtent à sauter, le décompte, ils le font tous, tu vois? Le 3, 2, 1 et boum et en fait, je me Ouais, demandais parce que c'est un tu vois, bon, c'est un peu la même configuration. Tu t'apprêtes à te jeter dans le vide. ouais, Voilà, simplement tu tombes dans l'eau, sans avoir à ouvrir un parachute. Mais, je sais bah, ça m'avait marqué, tu vois? Je me disais: «Mais à quel moment est-ce que les gars ou les nanas, tu vois, ils osent, ils se disent: «Allez, là, maintenant, j'y vais» et je pense que ces ouais, décomptes, en fait, mentalement, ils doivent vachement aider parce que ça acte la chose, tu vois? exactement. Tu réfléchis plus, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a il y a encore des plongeurs qui, à l'échauffement, par exemple, s'ils font un plongeon très difficile, vont demander à quelqu'un d'autre de compter pour eux.
pour qu'ils s'élancent ou ça arrive beaucoup chez les jeunes ou chez les enfants qui font même du plongeon classique où c'est le coach ou le coéquipier qui compte pour eux. Je trouve ça assez mignon quand j'avais jamais vu ça, jusqu'à récemment, et voilà. OK. Très bien. Qu'est-ce que bah, écoute, madame, on arrive au bout, c'était absolument passionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'il y a des grosses échéances que tu prépares là sur cette saison, sur la prochaine? Alors les jeux, on a bien compris, ce sera pas pour tout de suite, mais sur quoi est-ce que tu te concentres là dans les mois, les semaines, les mois à venir? Alors mon objectif, mais plutôt long terme, c'est d'être dans le top 8 mondial, parce que qui dit top 8 mondial, veut dire que je ferai toutes les compétitions du circuit mondial de Red Bull. Donc aujourd'hui, Red Bull a entre 6 et 8 compétitions par an. À chaque étape, il y a 12 athlètes, et sur ces 12 athlètes, il y en a 8 qui font toutes les compétitions et 4 qu'on appelle des wild cards, qu'on invite ponctuellement, puis plus on fait des meilleurs résultats, plus on nous réinvite. Donc moi, pour l'instant, je suis encore une wild card. Et donc pour augmenter mon classement, il faut que je fasse des plongeons plus difficiles parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me plafonne un petit peu, c'est que je fais pas encore des plongeons assez difficiles, même si, celui en équilibre est difficile. Mais voilà, par rapport à mes compétitrices, il faut encore que j'augmente mon niveau. Donc l'objectif, ça va être de faire des plongeons, de plus en plus difficiles. Et ensuite, côté un petit peu professionnel, bah, c'est de trouver des sponsors, des partenaires, pour m'accompagner et pour que voilà, j'ai un petit peu plus de temps pour me reposer, pour m'entraîner et cetera, pour, atteindre cet objectif. Hem, donc voilà, je pense qu'on peut me souhaiter que, bah, je fasse mes nouveaux plongeons, sans me blesser parce que mine de rien, c'est quand même un sport où on peut se blesser assez facilement. Donc voilà, et puis, voilà, si dans les personnes qui écoutent ces podcasts, il y a des partenaires et cetera qui veulent, m'accompagner, bah, je suis ouverte à l'échange également. Excellent, bah, voilà, le message est passé. N'hésitez pas à contacter, Madeleine. Tous les liens vers, les réseaux sont, en description. Est-ce que tu aurais, peut-être un message à faire passer en guise de conclusion ou quelque chose que tu voudrais, souligner dont on a déjà parlé? Ouais, avec plaisir. Bah, moi, aujourd'hui, honnêtement, je vis, mon rêve. C'était quand j'ai commencé le plongeon, je me suis dit: «Allez, tu te fixes cet objectif, mais complètement lunaire de devenir une plongeuse, dans les compétitions de Red Bull Cliff Diving», ce qui était très probable, que ça n'arrive pas, sachant qu'il y a 30 femmes dans le monde. Pourquoi moi? Et en fait, je me suis lancée dans cet objectif en ne pas portant trop d'attention aux résultats, mais plutôt aux moyens. Je me suis dit: «Tu donnes tout ce que tu as, tu essaies de faire le meilleur que tu peux et si ça marche, tant mieux et si ça marche pas, bah, au moins tu auras tout essayé» entre guillemets, ce sera pas de ta faute. Et donc je pense que voilà, peut-être un message, c'est d'encourager, les jeunes ou tout le monde à viser haut, à se dire, à se donner les moyens de réaliser ses rêves, et de pas avoir peur de l'échec. Moi, je me suis toujours dit: «Si ça marche pas, au moins voilà, tu auras tout donné» et grâce à cet état d'esprit, bah, aujourd'hui, je réalise, mon rêve et je vis ma vie de rêve alors que j'étais juste une jeune femme, qui n'avait jamais plongé et aujourd'hui, je suis dans les meilleures au monde. Donc voilà, rien n'est impossible et pour réaliser des grands rêves, il faut commencer par des petites actions s'entraîner tous les jours, aller à la salle de sport, voilà et puis, petit à petit, ça arrivera si on est constant. La constance, c'est moi ce qui est le plus important, je pense, dans mon parcours et qui m'a, permis d'arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Fabuleux, j'adore le message. Un immense merci Madeleine, c'était génial de te recevoir au micro, des Frappés. Je te souhaite du coup, bah, une excellente, continuation. Hâte de voir la vidéo où tu vas exécuter ce plongeon, Ouais, moi teasing. aussi. Et puis, bah, écoute, je te dis peut-être, à une prochaine, où je serai dans le public, sur un des événements Red Bull. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup Loïc pour l'accueil.
Merci d'avoir écouté cet échange avec Madeleine jusqu'au bout. J'espère que vous aurez apprécié la découverte de cet univers du plongeon de l'extrême. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et de manière générale, si vous souhaitez soutenir le podcast, eh bien vous pouvez le faire en laissant une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Pensez également à une action extrêmement simple qui consiste à parler des frappés autour de vous. Tout simplement, le bouche à oreille, c'est extrêmement efficace. Et enfin, si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, eh bien rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Le lien est en description. C'est à partir de 1 € par mois et chaque euro compte. Un grand merci, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode de l'extrême, mais cette fois-ci sur la glace.